Bon, je m'appelle Arthur Otto et j'ai participé à la campagne d'Allemagne en 1945 pour terminer c'était en République tchécoslovaque alors. Et je suis resté simple soldat jusqu'à ma démobilisation. Ah, ça c'est une autre histoire. Après ma démobilisation, j'ai été favorisé parce que j'étais universitaire et j'ai été démobilisé plutôt que les autres compagnons fin septembre 1947 pour pouvoir rejoindre l'université. J'ai fait 2 ans à l'université, 2 ans de candidature en sciences naturelles médicales. J'avais envisagé de reprendre la pharmacie de mon père, mais après mûre réflexion, je me suis dit, Arthur, c'est pas ta place derrière un comptoir toute ta vie, tu vas t'embêter royalement, pas d'activité, et je suis resté jusqu'en 49, ah non, jusqu'en fin 47, à l'université. Après, j'ai fait ma demande pour rentrer à l'armée comme candidat officier en 1950, au moment de la question royale, qui était une question très épineuse en Belgique. Je suis rentré au bataillon commando à Seille, un village près d'Andenne. De là, j'ai fait toute la formation paracommando, à la formation primaire comme les soldats, formation secondaire, les instructions spéciales pour les paracommandos. Ensuite, j'ai été versé dans une troupe, enfin c'était une compagnie, et je suis resté là jusqu'au moment du départ pour la Corée. Au moment du départ pour la Corée, nous avons changé de casernement, nous sommes installés à la citadelle de Namur, mais c'était une base où nous n'étions jamais. On était soit à Namur, soit dans la nature, soit Marche-les-Dames, soit dans les champs d'exercice de l'est du pays. Et en 1953, je suis parti avec un détachement, comme commandant d'un détachement pour la Corée. Arrivé en Corée, on allait signer l'armistice. Donc je n'ai vraiment pas participé au combat de Corée. Quelques escarmouches d'arrière-garde, mais sans difficulté. Bon, le blessé, ça, il y en a eu quelques-uns, mais personnellement, je n'ai pas été touché. Après la Corée, enfin, pendant qu'on était en Corée, tous les 6 semaines, on avait droit à un congé de 8 jours au Japon. Ça s'appelait R&R, Rest and Recuperation. On partait dans des avions chinois ou américains et ils nous conduisaient à l'aérodrome de Tachikawa. Et 8 jours après, les avions étaient là, nous reprenaient, nous conduisaient en Corée. Après la Corée, en 1955, je suis revenu avec le dernier détachement,
mais nous avons profité d'une aubaine extraordinaire. Tout le détachement, qui compte à peu près 150 hommes, est revenu sur un paquebot français, le Laos. Là, c'était la belle vie. Première classe sur le bateau, nous qui sortions de trous, on s'est retrouvés dans des cabines luxueuses, des repas somptueux, et ça a duré un mois. Le voyage a duré un mois, jusqu'à Marseille. De Marseille, nous sommes rentrés en avion en Belgique. Alors là, la vie a repris son train. Enfin, en rentrant en Belgique, on a profité d'un congé d'un mois pour aller voir nos familles qu'on n'avait plus vues depuis presque 2 ans. Bon, tout ça, c'est fini. On s'est remis à la vie militaire en Belgique, mais pour très peu de temps, car le Congo ne marchait plus. La situation est plus favorable, les Noirs commençaient à se révolter, et je suis parti en juin 58 au Congo. De là, j'étais dans une base du Katanga, donc à 2000 km de la côte. Et on a fait notre travail là. En décembre, la veille de Noël, nous avons repris l'avion pour rentrer en Belgique. Fait Cabina, Léopoldville, Banane. Banane est un port à l'embouchure du Congo. Le Cabina, le bateau Cabina, nous attendait là. Nous avons embarqué. Nous sommes partis en direction de Lobito, un port portugais qui se trouve à environ 300 km de l'embouchure du fleuve Congo, 300 km au-dessus du fleuve Congo. Là, pour gagner du temps, nous étions la veille de Noël. Les hommes ont accepté de charger des munitions à bord, des munitions qui devaient être détruites, pour pouvoir rentrer un jour plus tôt en Belgique. Le retour vers la Belgique s'est fait sans difficulté, sauf qu'un soir, au moment de me coucher, j'ai vu le soleil couchant par le hublot de ma chambre. Bon, c'est endormi. Le lendemain matin, j'avais le soleil levant dans le même hublot. La nuit, le bateau a fait demi-tour. Nous sommes retournés à Lisbonne. Les hommes ne savaient rien. Et arrivé à Lisbonne, j'ai dû faire équiper tous les hommes, leur armement, le bateau, tout l'équipement militaire, parce qu'on avait enlevé tout pour leur tour, pour gagner du temps à l'arrivée à Ostende. Et leur annoncer qu'on a le retour au Congo. J'ai eu peur de la réaction des hommes. Croyant démobilisés, ils avaient travaillé la veille de Noël pour rentrer un jour plus tôt, et ça s'est très bien passé. Alors, le lendemain matin à Lisbonne, les avions ont commencé à arriver, les avions de Sabena et avions militaires, et nous sommes retournés à la base de Camina. Et à la base de Camina, quand j'ai quitté, j'avais frotté mes pieds au sol, tapé en disant « Camina, tu ne me reverras plus ». 15 jours après, je retourne à la même place. Alors, je suis resté là jusqu'au mois de
6 semaines à peu près. Après 6 semaines, la situation s'est calmée et nous avons pu rentrer prioritairement en Belgique. Puis ça a continué, rentrer en Belgique, de nouveau des troubles. On m'a demandé si j'étais volontaire pour retourner, j'ai dit oui. Et je me suis retrouvé à la base de Kitona, à l'embouchure du fleuve Congo, de nouveau près de Banana. On a subi un entraînement très dur. La chaleur, les marais. On a travaillé là pendant 3 mois, c'était très dur. Et un beau jour, j'ai été appelé chez le commandant de la base qui m'a dit tu vas partir pour le Rwanda. J'ai dit oui, c'était toujours avant l'indépendance. Je suis parti au Rwanda par Léo, Elisabethville, Bujumbura. C'était très agréable le Rwanda au point de vue climat. Mais la situation s'est empirée au moment de l'indépendance. À ce moment-là, j'ai été prisonnier des Noirs à Kigali. C'était dans des circonstances tout à fait spéciales. La force publique, qui était la force de l'armée, de l'État congolais, enfin, qui était devenu l'État congolais, s'est révoltée. Et j'ai été chargé par le commandant de place d'aller occuper le dépôt de munitions de l'armée congolaise, l'armée noire. J'étais en capitulant, pantalon, chemise, à 9 h du soir. Je passais devant mon logement et j'ai dit aux 2 hommes qui m'accompagnaient, je vais chercher mon pistolet et je vous retrouve à cet endroit. Quand j'arrive, plus personne. J'appelle, j'entre dans le camp, moi, les Noirs, et je n'étais pas dans le camp de 10 minutes, hop, 3 Noirs qui me sautent dessus. Ils ne me désarment pas et me conduisent dans un cachot qui a servi de lieu d'exécution pour les 10 paracommandos belges qui ont été tués en 1994. J'étais à cet endroit-là. Ils ne m'ont rien dit, ils m'ont conduit dans un baraquement. J'étais toujours armé, je me dis, ça va bien. Et on m'a enfermé. J'ai gueulé, j'ai appelé le chef de poste qui est venu, il m'a dit, que veux-tu? Je veux l'adjudant Mouzinga, je connaissais le bonhomme. Il m'a dit, oui, l'adjudant Mouzinga n'est pas là, je ne peux pas le voir, tu es notre prisonnier. J'ai dit, oui, je suis peut-être votre prisonnier, mais je voudrais parler au commandant du camp, au commandant noir du camp. Bon, on va voir. Après un quart d'heure de palabres, Mouzinga s'est amené, on a refermé la porte, et j'ai dit à Mouzinga, si je ne sors pas d'ici, je te descends. Alors, mon capitaine, tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas faire ça, j'ai une femme et des enfants. Non, 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 tu vas pas. Ben non, si je ne sors pas, je le ferai. Il a appelé la sentinelle, qui a ouvert la porte, et moi, le prisonnier, je suis sorti du camp en pleine nuit, avec l'adjudant Mouzinga au bout de mon pistolet. Après, 100 mètres après la sortie du camp, j'ai dit Mouzinga, halte! Il s'est arrêté. Demi-tour. Il a fait demi-tour. Je lui ai dit maintenant, rentre chez toi au camp. Il est rentré au camp, bien sagement. Et c'était tout. Et mes 2 hommes qui étaient prisonniers avaient été relâchés depuis plusieurs heures. Puis alors, naturellement, il y a eu des luttes
indigène entre Tutsi et Hutu. On ménageait la chèvre et le chou. Un jour, c'était le Hutu qui encaissait. Le lendemain, c'était les Tutsis. Et on employait toutes les formules possibles et imaginables. Pour séparer les bandes, on y allait par avion. On avait des grenades offensives. C'est une grenade comme un gros œuf de poule qui font un chahut énorme en éclatant avec très peu de dégâts. Et d'avion, on les bombardait avec ça. Mais une grenade, c'était pas suffisant. Alors, il y avait un café dans le patelin, café. Et je prenais les grenades, je les découpillais, je retournais un verre dessus. J'avais un casier de 36 grenades. Et de l'avion, je balançais tout. Parce qu'il courait quand il voyait ce qui tombait, il courait pour les ramasser. Alors là, ils se sont méfiés. Parce qu'après, il y en a d'autres qui ont mis des grenades offensives. Des grenades là qui tuent. Ouais, c'était ça. Alors, j'ai été encore pris en embuscade une fois, une nuit. Alors, c'était un peu plus pénible. On arrive, on encerclait des huttes sur les collines. Et il y avait une hutte où on devait aller arrêter un terroriste noir. On arrive sans faire de bruit. Tout était calme, rien du tout. À un moment donné, j'ai entendu « Psst ». Qu'est-ce que c'est ça? Puis « Psst ». Les noirs tiraient avec des flèches. J'ai eu une flèche dans le bras, mais qui n'a pas touché le bras, qui a percé ma veste et que j'ai retrouvé 2-3 derrière moi après. C'était plus grave. Puis le jour s'est levé, on voit des noirs qui se sauvent. J'en vois un qui quitte la hutte, un jeune de 15-16 ans. Et je lui dis, ça, c'est probablement le bonhomme qu'on doit arrêter. Je prends mon GP, je fais ça, je tire. Et au moment où je tire, l'administrateur du territoire me frappe sur le bras, fait basculer mon pistolet et me dit, on ne tire pas sur les fouillards. C'était trop tard. Le bonhomme avait eu une balle dans la fesse. Et je l'ai retrouvé à l'hôpital quand on est rentré de mission. Il avait la balle dans la fesse, mais pas extraite. Il avait la balle entre le fémur et l'artère fémorale. C'est là. Il y a eu d'autres bagarres, mais enfin, c'est toujours la même chose. Il y a un bonhomme qui se fait ramasser. Parfois, il y a un tué ou l'autre, mais on y faisait plus attention pour finir. Puis je suis resté là jusqu'à l'indépendance en 1962. Je suis rentré en Belgique. J'ai pris un petit congé et jusqu'à 62, 63, 64, je suis resté au bataillon commando. Des missions en Europe, c'était rien. C'était en Angleterre souvent. Hein. Puis je suis parti suivre un cours à l'école d'infanterie à Arlon. Un cours de 6 semaines, c'est pas long. De retour à ce cours-là, après le cours, j'ai rencontré Annette et en 68, on s'est mariés.
Alors, j'ai eu 2 enfants, dont un qui est mort. Puis, en Allemagne, j'ai eu Vincent, qui vit encore, et qui a 41, 42 ans actuellement. Et en 74, j'ai été mis à la retraite à cause de l'âge. Enfin, j'avais 51 ans. Puis fini. Ma vie militaire s'est terminée là. Non, pardon, c'est pas terminé là. J'ai quitté l'armée, donc j'étais en Allemagne, à la compagnie Para. Et oui, non, 1 mois après ma pension, je reçois un message du régiment paracommando me demandant si j'étais volontaire pour retourner en Allemagne à ma compagnie, mais 8 jours par mois. Ça fait, étant démobilisé, le lien avec l'armée, je retournais 8 jours exercer les fonctions que j'occupais avant de mobilisation. C'est bien simple, quand je suis rentré, il y avait différents papiers, dont des papiers secrets qui étaient là sur mon bureau et qui attendaient. Et j'ai dû répondre à une masse de courriers. On me demandait, mais pourquoi ne répondez-vous pas plus tôt? Il y a une limite pour répondre. Je n'étais pas là, il fallait que je rentre. Et ça a duré pendant 3 ans. Alors là, c'était fini avec l'armée. Mais le plus beau saut que j'ai fait, c'est avec l'armée. J'ai fait le dernier saut de ma carrière, un saut de nuit, le long du rideau de fer, avec un équipage allemand, mais les parachutistes, c'était des Anglais, Allemands, Américains, et j'étais le seul Belge là-dedans. Et en quittant l'avion, j'ai dit, ça y est, on est dans le fumier. C'est en automne, et en effet, le champ où on nous a parachutés était couvert de fumier. On ne se sentait pas très bon quand on s'est relevé. Après, ben, je suis rentré à B, et j'ai profité de ma pension jusqu'à maintenant. Donc, mon premier service militaire, c'était en février 45, janvier-février 45, pour le 17e bataillon de fusiliers. Donc, je suis resté au 17e jusqu'en septembre 45. Puis j'ai repris en 50 pour le bataillon commando, qui est devenu par après le régiment paracommando. J'ai travaillé soit avec les parachutistes, soit avec les commandos, parce qu'on avait la même instruction, et on passait régulièrement d'une unité à l'autre. Voilà mon expérience la plus forte de la guerre. Je n'étais pas militaire, j'étais à la résistance. C'était au mois de juin 1944. Peu de temps après le débarquement, c'était le 22 juin exactement. J'étais chez moi et par téléphone, qui normalement ne pouvait pas fonctionner, et par une entourloupette, on était parvenu à garder un contact téléphonique avec certains postes. On nous téléphone, les Allemands sont à 2 km de chez toi, attention. Nous avions à la maison un prisonnier, pas un prisonnier, un lieutenant de l'armée secrète de la résistance
qui avait été blessé au pont-de-Huy et qu'on soignait dans une chambre. La chambre avait 2 fenêtres, il était dans un lit. Mais cette partie de la maison-là n'avait pas d'électricité. Je vais dans la serre, le fil passait par une serre, montait, et je tire pour qu'on ne voit pas le fil électrique qui sortait. À ce moment-là, j'entends « Hic !» Je me dis, tiens, un court-circuit, je ne fais pas attention. Je fais ça, je pars. 10 minutes après, pas 10 minutes, 10 secondes après, il y a mon homme de la Gestapo qui entre et me dit « Fini la rigolade !» Elle commence à me gifler. J'étais dans la cuisine, ma mère était là, une juive qui se cachait et une de mes sœurs. Quand il me giflait, je voyais un tisonnier à côté de près de la cuisinière, et je me disais, mon vieux, si tu étais seul, je te fends la gueule avec le tisonnier, et je te découpe en morceaux, je te brûle dans la chaudière à la cave. Bon, pas moyen. Alors après quelques engueulades, des gifles, des coups de poing, il m'a attrapé par la peau du dos, c'est un veston, un revolver dans la nuque, directement à la cave. Je me suis dit, Arthur, c'est fini. Puis je descendais tout doucement, l'escalier en pierre. Je descendais tout doucement, j'avais peur de me trébucher, de glisser. Il arrive en bas de l'escalier, il me prend, il me tourne la tête. Et toujours le pistolet dans la nuque. Il regarde la cave, il ne trouve rien. Il fait tout le tour de la cave, on remonte, je retraverse la maison, il faut monter. Arrivé en haut, un coup de téléphone. C'était la résistance qui téléphonait pour venir me chercher. Ils avaient donc téléphoné un peu avant d'arriver. J'étais en haut, couché sur un lit d'enfant, et j'entends qu'on crie en bas de l'escalier « Vise Arthur !» Mon père s'appelle Arthur aussi, mais il était déjà dans un camion avec ça. Je me suis dit, ich. Bon, téléphone. Il faut descendre, je téléphone. J'ai eu le temps de dire à celui qui me téléphonait, écoute, aujourd'hui c'est impossible d'avoir les pilules. Les pilules, la préparation n'est pas prête et ne sera pas prête avant 2 ou 3 jours parce que les composants n'arrivent plus de la pharmacie centrale à Liège. Ah, j'ai compris qu'il me dit. Puis je suis remonté. On fait remonter. Il y avait un soldat allemand et un type de la Gestapo. Et ils m'ont fait coucher, c'était un petit lit d'enfant en bois, fait coucher sur le lit, enlever le veston, la chemise, puis ils ont commencé à frapper. Un coup de crosse sur le dos. Je n'ai absolument rien senti, tellement j'étais tendu. Mais rien. Il voulait dire, vise Arthur. Qui est Arthur? Il m'a encore dit, ben c'est moi. C'était mon père aussi. Où est le prisonnier? Où est le blessé? Je dis, il n'y a pas de blessé ici. Si, on sait qu'il y a un blessé. Je dis, il n'y a pas de blessé ici. Et si, nous savons qu'il y en a un. Ben alors je leur ai dit, trouvez-le. Ah, ils étaient perplexes. Ils ont encore tapé pour me faire parler. Et à ce moment-là, un Allemand qui était au rez-de-chaussée, à la maison, crie en allemand, fait parler le jeune, le vieux ne veut rien dire. Donc, ils voulaient me faire parler. Et ils me disent,
Ah, ton père a avoué qu'il y avait plus. Je dis, c'est impossible. Il n'y a pas de prisonniers, de blessés ici. Heureusement, je comprenais l'allemand. Et oui, ils ont commencé à retourner à cet étage-là. Il y avait 4-6 chambres. Retourner, vider les armoires, tout. Hein. Les lits, on les ouvrait. Et ce qui est intéressant, hop, ça partait. Hein. Il y avait, par exemple, des coupons de tissu, de coton écru que mes parents avaient acheté pour faire des pantalons coton écru bleu et beige. Tout ça est parti. Puis on fait les chambres du premier étage, on monte au deuxième étage, la même chose, il retourne tout. Le grenier, toujours avec l'arme dans la nuque. Hein. On retourne tout, rien. Puis hop, on descend. Il recommence le même scénario au rez-de-chaussée. On va dans un couloir, il y avait un fourni au bout du couloir. Et regarde, avec une machine à laver, une essoreuse, quoi. Rien. On monte, là j'ai eu peur. Parce que au-dessus de l'escalier, il y avait la chambre du blessé, mais il y avait un trou dans le bas de la porte. On voyait la lumière. Alors je suis monté tout doucement avec le Gestapo et 2 Allemands qui poussaient avec le fusil. Et quand je suis arrivé au niveau du plancher, j'ai fait ça, j'ai freiné. Et ils m'ont dit, force, en avant. J'ai freiné, ils n'ont pas regardé, ils sont montés. Et la première chose qu'ils ont faite, c'est filer vers une garde-robe qui était là, contre la porte. Et ils ont ouvert la porte, et avec la crosse de leur fusil, ils ont défoncé la garde-robe. Mais mon père entreposait ses bouteilles vides dans la garde-robe. Ils ont défoncé la garde-robe et toutes les bouteilles sont tombées devant le trou. Ils n'ont jamais vu ça. Bon, ils ont cherché. Ils descendaient. Ils regardaient, ils comptaient les fenêtres. Puis ils remontaient. Ils ne voyaient plus de fenêtres. Et toute la perquisition qui a duré pendant 1 heure et demie était basée sur le nombre de fenêtres. Et il en manquait toujours 2. Et je suis passé. Ils ont terminé la perquisition. Mon père et mon cousin Germain étaient dans un camion allemand. À la fin de la perquisition, avant la fin de la perquisition, ils avaient dit « Si on trouve le blessé, c'est ici qu'on va vous fusiller. » Entre le mur, entre la porte du fourni et la porte de la grange. C'était réjouissant. Bon, perquisition finie, ils mettent le feu dans le fourni. Ils ont mis du bois sec qu'il n'a pas pris. Je suis sorti, arrivé dans la cour. Il y avait un major allemand qui était là. Mais, comment dire, je vais près de lui, il me regarde. Zurück, retournez chez vous. Je suis retourné à la cuisine, tout le monde était, ma mère était avec ma soeur et une juive. Et j'ai toujours cru qu'ils allaient me tirer dans le dos. Ça, c'est... Et quand j'ai ouvert la porte de la cuisine, j'ai pas poussé un fameux ouf de soulagement. Et tout ça s'est passé en près de 2 heures. Mais je n'ai pas eu mal, rien de tout ça, je dois dire. Je n'ai rien ressenti, sauf les jours suivants. Voilà, ça c'est
une forte émotion de la guerre. Alors, ça, par me dire, on est arrivé à c'est la première armée du général Hodge qui est arrivée en Belgique. Patton est arrivé par après. Et le bataillon de fusiliers qui a été constitué à Pérué a été d'office rattaché à la première armée américaine. Et pendant toute la campagne d'Allemagne, nous avons travaillé avec le 7e corps de la première armée américaine. Et je ne sais pas exactement ce qu'il y a eu. Je suis en train de lire un livre sur la Deuxième Guerre mondiale et je vais arriver à la période où on est passé chez Patton. Nous étions en Bavière et un beau jour, nous a dit « Ah, vous êtes plus rattaché à la première armée, le corps auquel vous appartenez est rattaché à l'armée du général Patton. » On n'a pas vu de différence. Si, on était plus vite. Les chars étaient plus vite. Il n'y avait plus de mouvement chez Patton que chez Hodge. Bon, la Première Guerre mondiale s'est terminée en Europe. Pour moi, ça s'est terminé le 8 mai 1945. En 1945, nous avons quitté la Tchécoslovaquie à Olisov. J'étais caserné près d'Olisov. Nous avons quitté Olisov le 15 mai 1945, mais nous ne nous rendions pas bien compte que nous étions en Tchéquie à ce moment, en Tchécoslovaquie. Dans cette région-là, de Bistribro, il y avait encore énormément d'Allemands. Et on a quitté la Tchécoslovaquie, on a dû partir, on est parti comme quand on était en Allemagne, on disait demain on part, et on part. On n'a pas prêté attention à ça. Si on savait qu'on était dans un pays ami, mais à part ça, on quittait, on est retourné, on est parti vers Nuremberg. On a plus ou moins oublié. Et moi, je me suis même dit, bon, je ne reviendrai peut-être jamais dans ce pays-ci. Je suis revenu en Pilsen pour la première fois à l'époque des Jeux de Sokol, c'était au mois de juillet 1948. C'était peu de temps après la chute de Masaryk, je crois. Oui. Beneš. C'était à ce moment-là. Et le gouvernement tchécoslovaque nous avait invités aux Jeux des Sokol. On s'est dit, on ne pourra pas y aller. Et contrairement à tous nos espoirs, le gouvernement tchécoslovaque de l'époque, le gouvernement communiste, a dit qu'il maintenait les décisions du gouvernement précédent. Et nous avons été, je dois dire, bien reçus. À part que nous avions des anges gardiens partout. Pendant le voyage, pendant le séjour, on ne pouvait pas faire un pas sans avoir ces messieurs à nos côtés. Oh, je suis revenu en Pilsen depuis 2001, je suis revenu à peu près tous les ans, sauf 2 ou 3 fois où j'ai été malade. À mon grand regret, je ne pouvais pas venir. Enfin,